vous propose aujourd'hui un cours sur la constitution du moteur à courant continu. Alors, il y a déjà plusieurs petites vidéos qui en parlent, mais là, je vais m'attacher plus précisément à voir sa constitution, ses enroulements, et un petit peu le couple, d'où ça vient, et cette force contre-électromotrice grand E, d'où elle vient. Alors, on va partir de la base, hein, le stator, l'inducteur, qu'est-ce que c'est, le flux inducteur, le rotor, l'induit, on va essayer de préciser ces notions, force électromotrice, force contre-électromotrice, constante de vitesse, constante de couple, et le modèle RLE, et puis les 4 équations de la MCC, ça sera la partie finale du cours. Voilà un petit peu tout ce que sur... Alors, je ne vais pas faire tout ça en une seule vidéo, je vais faire ça en plusieurs vidéos. Voilà un petit peu tous les thèmes qui vont être abordés. Donc, l'objectif, c'est de connaître et utiliser le modèle RLE de la machine à courant continu, et donc de voir sa constitution, le moteur à courant continu en excitation séparée qui est au programme, la différence entre le régime permanent et le régime transitoire est bien claire sur quelle étude on fait, et les fameuses 4 équations de la MCC. Alors, on est dans notre partie convertir, voilà la petite bête qu'on va étudier et sur laquelle je vais essayer d'être précis sur cette vidéo. Quelques notations. Alors, on est en courant continu. Alors, je mettrai en majuscule les valeurs constantes ou les valeurs moyennes, grand I, grand U, ça signifie soit que I est continu, constant, ou soit que je parle de la valeur moyenne de grand I. Pareil pour U. Les minuscules, je vais réserver ça aux valeurs instantanées. Donc petit u de t éventuellement et petit I de t. Le couple, je vais le noter C, qu'il soit constant, qu'il soit constant ou en valeur moyenne, et T de T en valeur instantanée. En effet, petit t de T, ça me convient pas, petit c de T, ça ne me convient pas non plus. Dans la littérature, on trouve pas tellement, donc j'utiliserai la notation T de T lorsque j'ai un couple qui est variable. Il en va de même pour oméga, la vitesse de rotation en radians par seconde. Oméga, donc tout seul, c'est la constante ou la valeur moyenne. Et oméga de t en valeur instantanée, le petit oméga de t, j'ai peur qu'on confonde avec les pulsations du courant réseau. On le trouve parfois, moi j'aime pas trop. Voilà, c'est un choix. Je vais rapidement rappeler la loi de Lenz-Faraday, qui nous dit qu'une sphère qui enlace, qui est plongée dans un champ magnétique B, elle enlace un flux, et on a donc le flux qu'on note B scalaire S, où S c'est la surface multipliée par le vecteur normal à cette surface, et on a dans cette spire la naissance d'une force contre-électromotrice, petit e qui vaut moins dφ sur dt, phi étant le flux enlacé par la spire. Voilà, je reviens pas plus, si la notion n'est pas claire, allez choper une petite vidéo là-dessus pour que cette notion soit claire. Je vais m'en servir dans cette vidéo. La deuxième notion que je vais utiliser, c'est la force de la place. Alors la force de la place, c'est celle qui s'exerce dans un conducteur parcouru par un courant d'intensité I. Et on a donc un élément de force dF qui vaut IDL vectoriel B, et si on est sur une balle, ça fait tout simplement, sur une barre, pardon, ça fait tout simplement IL vectoriel B. Voilà, je vais utiliser ces relations-là pour les rapprocher de la force contre-électromotrice et du couple généré par notre moteur. Premier élément, l'inducteur ou le stator. Alors bien comprendre ce qu'est un inducteur ou un stator, c'est ce qui va nous permettre de créer un champ magnétique nord-sud avec tout simplement un électroaimant. Donc c'est un bobinage sur le stator qui génère un flux phi nécessaire au fonctionnement du moteur. Voilà, donc on a un courant ici et on a un flux qui est généré. Alors bien évidemment, la liaison entre les deux bobinages se fait pas en plein milieu du moteur, elle va suivre le stator. Le stator, c'est la partie fixe, et donc c'est là-dessus qu'on a l'inducteur. C'est assez simple, alors à savoir quand même que les lignes de champ vont suivre la partie métallique, et donc on a une forme un petit peu particulière de telle sorte à essayer de créer un flux uniforme dans le moteur
pour que ça fonctionne bien. Voilà un petit peu à quoi ça peut correspondre. Et dans la zone non saturée, je vais revenir tout à l'heure, on a donc un flux qui est proportionnel au courant d'excitation. On a la relation phi égale Li, hein, évidemment. L'inducteur, donc vous le voyez ici, ce sont donc les électroaimants, hein, donc un bobinage qui est créé. On voit ici, bon, il n'est pas dans le même sens que celui que j'ai dessiné, mais on voit à peu près pour un petit moteur comment c'est fichu, et on voit que ça enlace quasiment tout le diamètre du rotor. On peut aussi le faire avec des aimants permanents, donc on dit qu'à ce moment-là, on a une machine à aimants permanents, donc c'est de la même chose. Hein. Un petit mot donc sur l'histoire de saturation du courant inducteur. Donc on va avoir dans une zone phi égale alpha IE, hein, donc une proportionnalité entre le flux phi et le courant d'excitation. Et on arrive dans une zone de saturation où la valeur de flux atteint sa valeur nominale ou maximale, hein, c'est pareil. Et pour un courant inducteur nominal, et ensuite l'inducteur est saturé. Il n'y a donc aucun intérêt à mettre des courants plus élevés beaucoup plus élevés que IE nominal. On va mettre un petit peu plus pour être sûr de saturer l'inducteur éventuellement, mais on ne mettra pas des valeurs très très grandes. Hein, donc voilà. Donc finalement, la valeur qui pilote le flux, c'est ce courant inducteur qu'on a sur notre inducteur, qu'on peut représenter comme ça. Donc c'est une bobine. Et une bobine, j'ai donc son inductance et sa résistance. Hein, donc voilà un petit peu son modèle, RL. Sauf que on est en courant continu, donc l'inductance, bof, 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 à quoi ça sert? Si, ça nous sert à dire finalement que phi égale Li. Ok, mais bien souvent, on a besoin de la valeur du courant inducteur, c'est-à-dire que pour quelle tension j'ai tel courant, puisque les inducteurs, on donne leur courant nominal souvent. Et donc, voilà. Donc finalement, on va voir aussi souvent, comme on est en courant continu, l'inducteur représenté simplement par une résistance, parce que finalement, l'inductance n'intervient pas dans les calculs, elle intervient dans la valeur du flux, mais cette valeur de flux, finalement, on s'en sert assez peu dans nos calculs. Alors là, j'ai fait un petit modèle un peu simplifié de notre induit au rotor. Alors, on a le stator avec les deux pôles inducteurs tels qu'on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas dessiné la partie stator autour de l'ensemble, hein, il aurait fallu faire un grand cercle. Et j'ai rajouté le rotor, qu'on appelle aussi l'induit. Et sur ce rotor, on va avoir un certain nombre de barres ou de bobinages. Et l'idée, c'est de représenter ces bobinages pour comprendre un petit peu comment ça se place. Donc, on va, en quelque sorte, dérouler le moteur. Et on va voir, par exemple, ici, une première barre qui correspond à celle qui se trouve là. Là, j'ai une barre verticale. Et puis, je vais tourner comme ça. Je vais mettre la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Je vais faire le tour de mon moteur jusqu'à présenter toutes les barres. Évidemment, une fois arrivé au bout, je recommence à la première, hein, si je tourne. Donc ici, j'ai une vue dépliée de l'ensemble des barres de mon rotor. Alors, continuons un petit peu. On va maintenant regarder comment on a relié les barres. Donc, on va les relier sur l'avant du moteur et sur l'arrière du moteur. Donc, je vais commencer, j'ai mis en bleu la partie qui est sur l'arrière, j'ai mis en noir la partie qui est sur l'avant du moteur. Donc, je vais commencer par relier la barre numéro 1 avec la barre numéro 2'. Hein. C'est celle qui est, à chaque fois, la numérotation a été choisie comme ça, les barres qui sont opposées. Portent le numéro 1 et 1'. Donc, pourquoi est-ce que je ne me relie pas avec 1'? Parce qu'il faut bien que j'avance pour faire le tour de mon moteur. Alors ça me fait une connexion que je vais noter comme ça. Ici, c'est le point de jonction entre ces deux enroulements à l'arrière du moteur, donc. Très bien. Alors maintenant, on va passer devant et je vais relier 2' avec 3. 2' relié avec 3. Ici, j'ai noté B, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et j'y vais comme ça. Alors, j'en saute un à chaque fois. Je vais aller de 3 à 4. Et je vais remonter ici, etc. Et je vais avancer comme ça, progressivement, sur mon moteur pour relier l'ensemble de mes barres du rotor.
Je pense que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Voilà, j'avance progressivement jusqu'à ce que toutes les barres soient reliées. Et voilà. Alors, on notera que il y a donc 8 points de connexion, parce que j'ai 8 barres, j'ai 16 barres au total, mais elles sont vis-à-vis 2 par 2. Donc, j'ai 8 points de connexion. Ici, comme j'ai fait le tour, hein, ce point de connexion G, c'est le même que celui-là. Hein, et puis après, voilà, donc la vue dépliée. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Hein, il faut un peu de méthodologie pour le faire proprement. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a en fait relié sur la partie avant ou arrière, peu importe, on a repris toutes les points de connexion et on a créé ce qu'on appelle le collecteur, c'est-à-dire qu'on a rendu accessible électriquement ces points-là de connexion sur les lames du collecteur. Alors, je montrerai une photo dans une prochaine vidéo. En réalité, donc l'espace entre deux lames de collecteur est assez faible, donc c'est plus quelque chose comme ça. Elles sont aussi plus étirées vers le bas, mais bon, c'est pas très important sur le principe que je vais voir sur cette vidéo. Et on va donc brancher, donc espacer, puisque j'en ai 8, hein, donc espacer de 4, je vais donc brancher les balais, hein, que l'on voit ici. Donc ce sont les points de connexion fixes. La partie collecteur tourne en même temps que le rotor, pardon, tourne. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'un courant circule et comment vont se répartir les courants dans ce bobinage du coup. Alors, les balais, ils n'ont pas été placés n'importe où, hein, ils sont placés donc à ces endroits-là et c'est stratégique pour que ça fonctionne bien. Si je mets les balais décalés comme ça, bah ça va pas du tout aller. Vous allez voir pourquoi. Alors, mon courant arrive par ici. Alors, on va voir un petit peu le tour. Ah, ben là, je monte donc sur cette partie 1. Ça veut dire que, comme j'ai dit qu'ici, j'étais sur l'avant, là, sur l'arrière, ça veut dire que mon courant, il part ici vers l'arrière, sur la barre numéro 1. Je continue, je passe là-haut, ok, je redescends, et donc, sur la barre 2', je vais de l'arrière vers l'avant. Donc, sur la barre 2', j'avance ici. Ok, je vais là. Ben ici, je repars. Donc, sur la barre numéro 3. Sur la barre numéro 3, je vais ici vers l'arrière. Et je continue. Ben, je peux y aller comme ça. Sur la barre numéro 4', je viens vers l'avant. Je continue. Sur la barre numéro 5, je vais vers l'arrière. Et je continue. Sur la barre numéro 6', je vais vers l'avant. Je crois que vous commencez à comprendre un petit peu comment tout ça, ça marche. C'est bien fichu. Sur la barre numéro 7, je vais en arrière. Et je termine ici sur la barre numéro 8'. Je vais vers l'avant. Et il me reste plus que maintenant j'arrive sur mon balai et hop, je peux quitter mon circuit. Donc voilà, j'ai une barre sur 2 qui se retrouve à aller de ce côté-là, à aller vers l'arrière, et une barre sur 2 qui va vers l'avant au niveau du sens du courant. On voit les inversions de courant que l'on a ici. Bien, sauf que à ce niveau-là, on avait deux possibilités de partir. On pouvait partir vers la gauche, on peut partir vers la droite. Donc on va maintenant regarder le deuxième circuit possible. On a donc deux circuits en parallèle. Le circuit qui passe par la barre numéro 8, eh ben, qui part vers l'arrière. Bon, là, je vais aller un petit peu plus vite. Alors, c'est un petit peu complexe parce que là, on va passer d'un côté à l'autre. Hein. Je vous rappelle qu'ici, hop, je me retrouve là-bas à l'autre bout. Voilà, donc je vais sur la barre 7', et puis là, hop, je repars. Et donc, j'arrive ici. Voilà, après, ben voilà, je recircule, je repars là-haut, oups, j'arrive ici. Donc, à chaque fois, je mets les courants s'ils sont en avant ou en arrière, mais je pense que vous avez compris. Je repars là, celui-là, c'est le même que celui-là. Donc, je repars ici, je remonte sur la 4, et je repars de l'autre côté sur la 4, je reviens ici sur 3'. Et voilà, j'ai fait, je crois, toutes les barres. Non, il me reste la 2 à faire avec la 1'. Et voilà, j'ai fait le tour de mon moteur et je me rends compte donc effectivement, à droite, tous les courants partent vers l'arrière et à gauche,
tous les courants vont vers l'avant. Voilà un petit peu comment c'est. Alors, si on tourne un petit peu, eh bien, les points de connexion vont changer, mais j'aurai toujours sur la partie droite le même sens de courant et toujours sur la partie gauche le même sens de courant, hein, lié au fait que ça va se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Là, j'ai mis un espace important, hein, entre les collecteurs, mais en réalité, le balai va court-circuiter deux connexions. Il faudrait regarder ce qui se passe et ensuite se retrouver sur la connexion suivante, hein. Voilà, alors, continuons maintenant pour regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de la force de la place. La force de la place, on a vu qu'on avait une force qui était donc I L vectoriel B. Donc si le courant est vers moi, si le champ magnétique est par là, ça veut dire que pour tous ces points-là, je vais avoir des petites forces qui vont être dans ce sens. Et lorsque le courant est dans l'autre sens, eh bien, je vais avoir des forces de sens opposé à toutes celles que je viens de voir. Et je vois que finalement, toutes ces forces ont pour effet de faire tourner mon moteur dans ce sens-là. Lorsque je vais légèrement tourner, le courant ici qui était vers moi va passer vers le fond. Et le courant ici qui était vers le fond va passer vers moi, vous voyez, grâce au mécanisme des balais. C'est magique, mon moteur, j'ai un couple qui est généré et qui fait tourner ma machine et qui va la faire tourner sans arrêt, en tout cas si le mouvement est possible. Donc ce couple, si je reprends la force de la place, il va être proportionnel au flux, c'est-à-dire au vecteur B, hein, qui génère le flux, au courant d'induit, on sait que la force de la place est proportionnelle à I, au rayon, bah oui, hein, c'est un couple, là j'ai des efforts, donc j'ai le rayon, j'ai la longueur de mon moteur, hein, sa profondeur ici, on pourrait dire. Et donc, on a quelque chose qui nous dit que ce couple électromagnétique qui vaut donc KC multiplié par le flux multiplié par I. KC, c'est une constante de constitution de la machine. Alors, partie suivante, regardons un petit peu ce qui va se passer. Donc, ici, j'ai un circuit. J'ai un circuit qui se trouve être celui-là, qui est parcouru par un flux. Ce circuit est parcouru par un flux. J'ai mis ça normal au flux avec l'orientation qui est voulue, et je me rends compte qu'avec ce sens donc de fonctionnement du moteur, j'ai un flux qui est croissant, et donc je vais avoir une force qui est négative, puisque je vous rappelle que c'est moins dφ sur dt. J'ai donc sur cette bobine, sur cette spire, une petite force électromotrice, je l'ai appelée V1,2' parce qu'elle est entre 1 et 2'. Mais en série avec cette spire, bah, j'en ai une autre, si je continue. Celle-là, elle est entre 4 et 3. Je mets encore sa perpendiculaire, je vois dans quel sens je tourne, je vois que le flux, à ce moment-là, le dφ sur dt, il est croissant, si j'ai quelque chose qui est comme ça, hein, parce que j'ai un flux qui va par là, donc j'ai un flux qui va augmenter, et donc j'ai cette spire qui est en série avec la première, j'ai donc une autre petite source de tension, V3, 4', puisque je suis entre 3 et 4', et je continue comme ça. Je vais donc avoir une troisième source qui va se mettre en série avec la première, et j'en ai une quatrième qui va se mettre en série, etc., etc. Et donc là, j'ai pris les dénominations à chaque fois de l'ensemble de mes petites sources qui vont toutes dans le même sens, elles s'ajoutent, elles sont opposées à l'arrivée du courant. Ok, hein, c'est le moins dφ sur dt qui fait qu'elles sont opposées. Alors j'ai vu que j'avais d'autres spires en parallèle, hein. J'ai pris les spires en commençant par la gauche, ben ici j'ai une spire qui commence par la droite, donc celles-là, elles sont plus compliquées, il faut que j'aille chercher le petit bout de l'autre côté, mais la voilà. Ça, c'est celle qui correspond à 8, 7'. Alors là, je mets pareil, je vois le sens de rotation, donc je vais à nouveau avoir un flux qui augmente. Et puis, bah voilà, je vais continuer, je vais faire la spire d'à côté. Et donc, je vais avoir le vecteur perpendiculaire en bleu, la spire suivante, etc., etc. Bah, vous avez compris que j'allais avoir 4 petites sources de tension, donc qui sont en parallèle, donc liées aux deux bobinages qui se trouvent être en parallèle sur mon induit.
OK. Alors, deux sources en parallèle, ça, c'est un petit peu embêtant parce que si elles n'ont pas la même valeur, si elles n'ont pas la même valeur, je vais avoir des circulations de courant en rond. Ça, c'est une tension qui se trouve dans mon moteur sur le circuit du bobinage d'induit. Deux tensions en parallèle. Alors, essayons de les regarder d'un petit peu plus près, ces tensions. On en a une qui est sur la spire 1, 2'. Eh ben, je remarque que j'en ai une autre sur mon circuit parallèle qui est la 2'1. Ces deux spires sont parallèles, elles voient le même flux, elles tournent de la même façon à la même vitesse. Les deux tensions ici sont variables, mais varient exactement de la même façon. Très bien. Regardons la suivante, V34, pardon. Eh bien, pareil, je vais trouver entre 4 et 3', ici, une tension qui est exactement la même, liée au fait que ces deux spires sont exactement parallèles, l'une par rapport à l'autre, elles tournent à la même vitesse, elles ont le même angle par rapport au flux, donc tout va bien. Eh bien, je continue et je vais montrer que 5, 6', c'est pareil que 6, 5', et je vais montrer que 7, 8', c'est pareil que 8, 7'. Donc, en réalité, j'ai deux tensions identiques ici, en parallèle. Donc, on va utiliser ceci pour dire qu'on a une tension grand E qu'on va appeler la force contre-électromotrice parce qu'elle s'oppose au passage du courant. Donc, on a la FCEM qui est liée à la loi de Henz, qui est proportionnelle au flux lié en enroulement sur dt. Donc, tout ça, ça tourne. Donc, j'ai le flux qui est proportionnel à la valeur du flux de l'inducteur. Donc, finalement, on a quelque chose qui est proportionnel au flux et à oméga. Lorsque je dérive, je fais apparaître un terme en oméga, et ici, c'est ma valeur maximum de flux lorsque ma spire enlace l'ensemble du flux du moteur. Et bien évidemment, j'ai les caractéristiques dimensionnelles de la machine. Ça nous emmène donc au modèle RLE. R, c'est la résistance d'induit de mes bobinages. Je rappelle que j'ai deux bobinages en parallèle, mais bon, c'est la résistance d'induit. Le courant, il se sépare en deux dans chacun de ces bobinages. Grand E, donc c'est la fameuse force contre-électromotrice que l'on vient de voir, qui est liée au fait qu'on a des spires qui tournent dans un champ magnétique. Et l'inductance, ici, appelée inductance de fuite, elle prend en compte le fait, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, je ne me suis pas lancé dans les explications, lié au fait que les bobinages du moteur ne voient pas l'ensemble du flux inducteur, et c'est comme ça qu'on le prend en compte. J'essaierai de faire une vidéo pour l'expliquer, mais voilà, pour l'instant, je suis pas très au clair, j'ai pas le support pour l'expliquer proprement. Donc, on va dire que notre force contre-électromotrice, comme on l'a dit, c'est kV phi oméga. Donc, c'est proportionnel à phi, c'est proportionnel à oméga et à une constante qui tient en compte des propriétés géométriques de la machine. Donc, flux, c'est le flux à travers les spires en Weber, oméga la vitesse de rotation en radians par seconde, kV la constante de constitution de la machine, donc en volts secondes par Weber, ça se déduit des deux autres unités, c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse. On va avoir le couple électromagnétique, TEM, qui vaut K phi I, avec phi, le flux à travers les spires de l'induit, I, le courant d'induit, Kc, la constante de constitution de la machine. Alors, c'est un peu plus compliqué, en newton mètre par ampère et par Weber. C'est ce qu'on appelle la constante de couple. Voilà, donc notre machine et notre induit et notre inducteur, on a plusieurs façons de le brancher. C'est ce qu'on appelle les différents modes d'alimentation. Alors, on peut les mettre en excitation séparée. On parle de moteur à courant continu à excitation séparée, c'est-à-dire que d'un côté, on alimente l'induit et de l'autre côté, on alimente l'inducteur. On a des circuits indépendants et finalement, donc l'inducteur crée le flux, il est créé, il bouge pas en général, ou en tout cas, il est réglable de son côté et l'induit, il est réglable de son côté. Ça amène à toute une série d'équations ou une étude de la machine à excitation séparée. On peut faire une excitation parallèle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'ai plus qu'une alimentation.
Pour l'induit et l'inducteur, ça veut dire que lorsque j'alimente l'induit, j'alimente aussi l'inducteur, donc je vais avoir quelque part le flux qui joue sur la valeur de E et qui joue sur la valeur du couple. E, on a vu quelque part, il y a oméga derrière, donc il y a la vitesse de rotation, et puis il y a phi aussi dans E. Enfin voilà, les choses vont se mélanger, ça peut, dans certains cas, être avantageux de faire ce genre d'alimentation. On peut décider de faire un montage série, c'est-à-dire de mettre en série l'excitation dans l'induit et l'induit en série, c'est ça. Et donc à ce moment-là, j'ai le même courant dans l'induit et dans l'inducteur. Donc pareil, à voir dans les équations, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc chaque machine en fait a son chapitre d'études pour voir quels sont le mode adapté. Je sais pas, le démarrage d'un train par exemple, c'est pas forcément le problème d'un ventilateur. Et puis on peut avoir des modes d'alimentation qu'on appelle composés, où on va mettre un petit bout de l'inducteur en série et un petit bout de l'inducteur en parallèle. C'est la machine qu'on appelle compound ou composé. Voilà. Un petit mot sur le bilan de puissance. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Parce qu'on peut déjà écrire 2-3 petites choses, là, je pense. On peut écrire que la puissance absorbée, c'est la tension d'induit multipliée par le courant d'induit. On n'oubliera pas la puissance consommée par l'inducteur si c'est un inducteur, si c'est pas une machine à aimant permanent. Qu'est-ce qu'on a comme perte électrique? On a les pertes joules dans l'inducteur et les pertes joules dans l'induit. Et oui, l'alimentation de l'inducteur, finalement, on l'oublie parfois dans le bilan de puissance, il ressort tout de suite parce qu'il n'y a rien qui tourne dans l'inducteur. C'est juste la création d'un flux. Quand il y a un aimant permanent, on s'imagine pas que l'aimant il chauffe ou quoi que ce soit, ou qu'il y a une perte de puissance dans l'aimant. C'est pareil, l'inducteur est fondamental pour le fonctionnement de la machine, mais la puissance qu'on envoie pour l'inducteur est immédiatement ressort sous terme de perte joule. Au côté méca, on a donc le couple électromagnétique fois oméga, et au côté élec, on a EI. Ici, on a le transfert de la puissance électromagnétique qui se convertit de puissance électrique en puissance mécanique avec le EI égale TEM oméga. Je suis en train de préparer une petite vidéo qui montre cette égalité, qui démontre cette égalité en fait, c'est assez simple en fait. Là, j'ai pas voulu le rajouter, je trouve qu'il y a déjà assez de choses dans ce cours. La puissance utile, ça sera TU oméga. Ensuite, pour un point de fonctionnement, alors on a des pertes fer, on a des pertes méca. Les pertes fer et les pertes méca sont proportionnelles à la vitesse de rotation et donc on va mettre un package pour dire que ces pertes, à un point de fonctionnement donné, elles sont constantes. Voilà. Alors un petit mot quand même sur la qualité de la machine. Donc on a des pertes par effet joule. La cause, c'est la résistance d'induit ou la résistance de l'inducteur. Et puis le remède pour les diminuer, c'est tout simplement la surface des bobinages. Donc on sait gérer la quantité de pertes joule qu'on a. Ce n'est qu'un problème de surface de conducteur. Les pertes ferromagnétiques, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est lié à l'hystérésis du matériau. C'est lié à l'apparition de courant de Foucault. Alors, pour limiter ces deux éléments, on va utiliser des matériaux, des alliages fer-silicium pour limiter le cycle d'hystérésis du matériau. Et on va feuilleter la partie rotor où on a un champ magnétique variable pour éviter l'apparition de courant de Foucault, donc pour les couper, le feuilletage. Je vous rappelle, on prend des plaques et puis on met un isolant, un petit vernis isolant entre chaque plaque et donc ça limite l'apparition des courants de Foucault. Les pertes mécaniques, c'est lié au frottement, tout simplement, et on les limitera en mettant des roulements. Ça veut dire qu'on n'a quand même pas de limitation comme la machine de Carnot où on a un rendement limité. Les plus embêtantes de ces pertes, c'est les pertes par hystérésis et courant de Foucault. On a des machines qui ont des rendements qui dépassent facilement les 80% pour atteindre 90% sans problème. Voilà, donc forcément sur les petites machines on cherche pas à faire des gros rendements, mais sur des gros moteurs on a des rendements qui sont très bons comme la plupart des machines électriques. Alors une petite question, montrons l'égalité des deux constantes KC et KV par l'égalité de la puissance électromagnétique.
montrons l'égalité des constantes KC et KV. C'est vrai que quand on a regardé un petit peu ce qu'on avait, bah oui, on a vu le couple, eh ben il y a du phi, il y a du I, et puis il y a la géométrie de la machine, et puis la force contre-électromotrice, bah on a vu qu'il y avait du oméga, il y avait du phi aussi, et puis voilà, ok, bon. Alors, l'égalité des puissances électromagnétiques nous dit que EI égale TEM oméga. Eh ben, on reprend le cours. La force contre-électromotrice, c'est E égale KV phi oméga. Le couple électromagnétique, c'est TEM égale KC phi I. Ben, allons-y, mettons tout ça dans nos deux relations. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On peut simplifier par phi, on peut simplifier par oméga, on peut simplifier par I. Eh ben, tranquille, il nous reste KV égale KC. Tout va bien. Voilà, j'arrête ici pour cette partie de la vidéo. On continuera donc sur la machine à courant continu à excitation séparée, qui est la machine qu'on doit regarder pour le cours de TSI.